Nous sommes en 1986. À cette époque, les sneakers commençaient à émerger pour le grand public. Run DMC rendait célèbres les Adidas Superstar avec leurs chansons. Michael Jordan faisait porter ses Air Jordan 1 à tout le monde. Et Nike fabriquait dans l'ombre la future révolution du running, la Air Max 1. Ces trois sneakers ont un point commun, celui de convenir à seulement un seul sport si on les utilise pour la pratique. C'est pour cela que Tinker Hatfield s'est demandé s'il était possible de créer une chaussure capable de subvenir à tous les besoins. Une chaussure avec laquelle on pourrait aller à la salle de sport et faire du tennis avec juste après. À première vue, ça paraissait impossible. Mais pourtant, notre génie était encore sur le point de surprendre tout le monde avec une révolution qui demeure encore d'actualité aujourd'hui. Salut à tous, c'est Arthur Berondi et aujourd'hui, je vous dévoile les secrets de la mythique Air Trainer 1. Notre histoire débute lorsque Tinker Hatfield se rend à la salle de sport. À défaut de se regarder dans le miroir toutes les 5 minutes pour voir s'il avait gagné un gramme de muscle, celui-ci observait souvent les activités des autres aux alentours. Il avait remarqué que les sportifs changeaient souvent de chaussures selon l'activité, et il trouvait cela inutilement encombrant pour chacun d'entre eux. C'est pour cela qu'il s'est dit que ce serait pratique d'avoir une paire avec laquelle on puisse courir, faire de la musculation, jouer au baseball et même au tennis. Une paire 100% multisport. Et bingo, en revenant dans les bureaux de Nike, il se rend compte qu'aucune paire de ce genre n'existe dans le catalogue. Conscient que c'est une véritable problématique, il va tenter d'y remédier en créant un nouveau modèle. Il se mit donc à concevoir la Air Trainer, une paire plutôt sobre qui possède néanmoins des écritures de couleur verte qui s'inspirent des équipements dans les gymnases de l'époque. Au niveau du design, elle ne ressemble en rien à ce qu'on a vu jusque-là. Elle dispose de renforts latéraux pour une meilleure stabilité, un scratch à l'avant du pied pour un plus grand maintien, une languette accompagnée d'élastiques attachés à la semelle intérieure pour encore une fois augmenter le maintien, et enfin une tige mid, ni basse ni high. Une véritable chaussure polyvalente qui allait surprendre tout le monde à coup sûr. Et ce sera le cas. Elle surprendra son monde. Mais hélas, pas dans le bon sens du terme, en particulier chez Nike. Il faut savoir que Tinker Hatfield n'était pas souvent pris au sérieux dans les années 80. Ses idées étaient jugées iconoclastes et irréalisables la plupart du temps. Et ce phénomène est plutôt normal quand on est un génie tel que lui, qui en plus était obsédé par le travail et l'innovation. Quand on a sans arrêt des idées révolutionnaires que les autres n'ont pas, on dérange. Et c'était le cas pour la Air Trainer 1. Comme beaucoup de ses créations, la Air Trainer 1 n'était pas du tout aimée de la branche marketing de chez Nike. Elle était même détestée par la plupart de ses collègues qui ont qualifié le projet de Tinker totalement stupide. Alors c'est bien de dire qu'un projet est stupide, mais quels étaient leurs arguments pour lâcher une telle bombe sur ce jeune designer? Eh bien en vérité pour eux, la paire dérangeait, car elle allait voler les ventes des paires déjà créées, que ce soit pour la pratique du basket ou pour la pratique du running. Et là, Tinker Hatfield souffla, enfin intérieurement, puisque la branche marketing n'avait rien compris à ce qu'il voulait réellement faire avec cette nouvelle paire. Son but avec la Air Trainer 1 n'était pas de concurrencer la Air Force 1, la Air Jordan ou même la future Air Max 1 qu'il allait lui-même designer. Le but de cette paire était d'être le parfait compromis pour ceux qui pratiquaient le sport en amateur. Il a déclaré qu'il était toujours possible de designer année après année une meilleure paire pour le running et le basketball, mais que ce n'était pas le but de la Air Trainer 1. Avec cette paire, il voulait créer une paire qui serait bien pour le sportif du quotidien, celui qui pratique le sport de manière modérée et qui ne se concentre sur aucun sport en particulier. Une paire qui répond aux attentes du plus grand nombre. Est-ce que j'ai réellement besoin de vous dire que pour l'époque, c'était une idée de génie? Oui, je suis obligé de vous le dire, car il créera même une nouvelle section dans le catalogue de Nike avec la Air Trainer. Il est vraiment incroyable ce mec. Sentant qu'il était sur la bonne voie, il ira voir Mark Parker, son ami le plus proche de chez Nike, qui était responsable de la recherche et du développement et qui est aujourd'hui accessoirement le PDG de la marque. Il lui demandera de valider le projet malgré les réticences de ses collègues, ce qu'il fera, car Mark Parker faisait partie de ceux qui avaient une confiance aveugle en Tinker Hatfield et ses idées. Et ça y est, après une longue bataille, Tinker Hatfield sort en 1987 la Air Trainer High, la première sneaker multisport de l'histoire. Il débutera avec le coloris chlorophylle qu'il avait imaginé dès les prémices de la conception et recevra un très bon accueil des athlètes, que ce soit les amateurs ou les professionnels. Grâce à lui, Nike avait une nouvelle section dans son catalogue qu'ils continueront à développer. Bref, la branche marketing s'était totalement plantée et Tinker avait eu bien raison d'insister. Cependant, c'est un sport dont on n'a pas souvent parlé qui rendra célèbre cette création. Quand il a créé la Air Trainer, Tinker Hatfield savait que certains athlètes pros allaient l'essayer en dehors de leur pratique, que ce soit pendant les entraînements ou les séances de musculation. Mais il était loin de s'imaginer qu'un des plus grands tennisman de tous les temps, l'américain John McEnroe, allait les porter en plein match. Tinker avait commencé par envoyer pas mal de prototypes à la demande du joueur de tennis. Celui-ci avait fait une pause après la naissance de son fils et voulait maintenant revenir sur les cours. Pour cela, il avait demandé à Nike quelque chose de différent, une chaussure qui lui éviterait les entorses, foulures et autres blessures. Et parmi ces prototypes se trouvait la Air Trainer
One. John McEnroe fut très surpris par cette paire. Certains disent même que Tinker l'aurait envoyée par erreur. Mais ce n'est pas exactement ce que John McEnroe a dit. En vérité, selon lui, elle était un peu à l'écart des autres chaussures dans le carton. Comme si Tinker lui disait « Voilà une nouvelle Nike. Je ne suis pas sûr qu'elle te plaise, mais ne sait-on jamais. » Cependant, quand John McEnroe se mit à l'essayer, il fut extrêmement surpris et enchanté par cette nouvelle paire. Quand il les a chaussées et essayées sur le court, il a dit à son staff « Les gars, c'est la bonne, on doit y aller avec ça. » Et ça n'a pas du tout plu à la marque au swoosh qui lui a immédiatement interdit de porter les Air Trainer One sur un court de tennis. Cependant, si vous connaissez le caractère du personnage, qui est d'ailleurs assez proche de Michael Jordan mais en pire, vous savez qu'il n'en avait un peu rien à faire de ce qu'on lui disait. McEnroe le rebelle gagnera ses 2 premiers tournois depuis son retour avec la Air Trainer One et on redemandera des nouvelles pour le gazon et la terre battue. Tinker Hatfield, lui, était mort de rire de ce qui se passait. Il a déclaré qu'il ne savait pas qu'il allait les porter. Et d'ailleurs, il n'était pas censé le faire. Il l'a juste fait. Pour John McEnroe, c'était la chaussure qu'il avait reconduit sur la voie du succès et il ne voulait surtout rien changer. Le joueur propulsera la paire à la tête des ventes de la marque au swoosh en un rien de temps. De plus, sans le savoir, le joueur venait de découvrir une nouvelle fonction à la paire, celle d'éviter les blessures au pied. Quelque chose d'absolument fou que même Tinker Hatfield ignorait. Celui-ci dit d'ailleurs que beaucoup de leurs succès sont dus à des accidents. Et la Air Trainer One avec John McEnroe en fait partie, puisqu'elle ouvrira l'histoire de Nike dans le tennis. André Agassi portera aussi des Air Trainer One sur les courts de tennis, mais plus brièvement, car lui sa paire fétiche, c'était la Air Tech Challenge. Enfin, l'autre sportif très connu pour avoir rendu la sneaker populaire aux États-Unis était le joueur de baseball Bo Jackson avec sa fameuse campagne publicitaire Bo Knows. Cependant, malgré tout ça, la Air Trainer One sera rapidement éclipsée par des paires comme les Air Max ou les Lacoste Missouri, qui étaient une paire très répandue dans le lifestyle à l'époque. Là où la Air Force One et la Cortez sont des classiques intemporels, ce n'est pas le cas pour la Air Trainer qui recevait peu d'attention par rapport aux autres modèles. Nike a certes tenté de continuer la lignée avec les Air Trainer 2 et la Air Trainer 3, mais pareil, malgré l'influence de Bo Jackson, aucune d'entre elles n'a traversé les générations, à part la One. Car oui, contre toute attente, des années après, Nike a réussi à ressusciter brièvement la hype de ce modèle. Au début des années 2010, la Air Trainer One tente un premier retour en signant une collaboration avec la nouvelle branche de Nike, la branche Nike SB. Nike avait décidé de distribuer en 2012 une version SB du coloris OG, la chlorophylle, à 70 revendeurs à travers le monde. Les paires étaient donc extrêmement limitées et leur prix de revente était par conséquent élevé, dû au fait qu'elles fassent partie de la gamme SB, mais aussi parce qu'une niche de collectionneurs voulait encore mettre la main sur le coloris OG. Cependant, ça restait un retour raté, puisqu'après cette release, plus personne n'en aura rien à faire de cette paire. Vient ensuite le tour de Fragment qui réalisera en 2015 l'une des plus belles collabs pour le modèle, la Air Trainer One Mid Wimbledon. Une paire absolument magnifique qui rend hommage aux joueurs qui ont pratiqué le tennis avec celle-ci, mais aussi au prestigieux tournoi sur gazon. Ensuite, ce sera le tour de Polar Skate de nous livrer sa version de la Air Trainer One, avec un coloris bleu, noir et blanc qui va parfaitement avec la paire. En 2020, Nike ressuscite de nouveau la chlorophylle, mais ce n'est toujours pas le modèle OG, car il décide de ressortir une version SB comme en 2012. Et enfin, en 2022, les fans de la paire sont récompensés puisque sortiront les deux Air Trainer One en collaboration avec Travis Scott, la Wheat et la Light Smoke Grey, ainsi que le coloris chlorophylle dans sa version de base, la version OG que tout le monde attendait. Et là, on croyait vraiment à un retour de la paire. Mais hélas, à l'image de la Jordan 2, ce sera un immense flop. Rares sont les paires qui ne sont pas relancées quand Travis Scott collabore dessus. En général, tout ce que touche le rappeur se transforme en or, surtout quand il collabore avec Nike. Mais en ce qui concerne sa collaboration avec la Air Trainer One, c'est hélas le modèle le moins hype de toute la collection. Il était possible de trouver le coloris Wheat en solde, et le coloris Light Smoke Grey dormait sur certaines étagères de magasins. En ce qui concerne le coloris OG, il est resté en stock pendant plusieurs jours et Nike a eu beaucoup de mal à écouler ses stocks. Et malheureusement, on ne voit pas ce qui pourrait sauver la Air Trainer One, car rien dessus ne laisse présager un retour. Tant sa shape fait penser au passé plutôt qu'au futur. Mais qui sait, avec Nike, un miracle est toujours possible. En tout cas, la Air Trainer One restera à tout jamais une paire très importante de l'histoire des sneakers. Et ce, pour deux raisons. La première étant le fait d'avoir soigné le pied de John McEnroe, et la deuxième étant le fait d'avoir été la première sneaker multisport de l'histoire. Et ça, on ne pourra jamais lui enlever. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner à la chaîne et à mettre la cloche des notifications. Merci d'avoir regardé et moi je vous dis à très vite sur Sneakonet.